Il y a deux façons de raconter le salon de l'ULM de Blois qui se tient chaque année en début d'automne. Ou bien on est factuel et on dévie d'un catalogue de nouveautés techniques, de performances comparées, comme ça se fait dans tous les salons. Ou bien on pose comme principe que l'ULM c'est de l'aviation de rêve pour tous les goûts et quasiment pour toutes les bourses. À Blois, on trouve des paramoteurs d'occasion au prix d'une petite moto. Le rêve, c'est ce qui a fait voler l'humanité. Et à Blois, on vient rêver, un peu comme le font les enfants avant Noël. Bien sûr, c'est de l'aviation, alors on tient des briefings très techniques, qui règlent dans les moindres détails les présentations en vol des exposants. Des milliers de pilotes sont là, et nombreux sont ceux qui veulent essayer les ailes de leurs rêves, après avoir regardé voler les pilotes des constructeurs. Il y a des règles, des procédures et des consignes. Dehors, sur des hectares de gazon, on vient de toute l'Europe se faire le plein de son réservoir à rêve personnel. On ne sait pas qui ici rêve le plus fort, ceux qui créent ces centaines de machines volantes ou leurs clients. Mathieu, sculpteur de girafes à ses heures, est aussi le représentant en France d'un constructeur italien d'hélicoptères. On est des bipèdes et donc on est des gens qui marchons par terre, mais nous on aime voler, on aimerait voler et être en l'air peut-être tout le temps. Et puis finalement la réflexion c'est quel est l'animal qui a la vision la plus haute, donc qui a la tête dans les étoiles et les pieds par terre, la girafe. Je pense que dans le rêve des gens qui volent, on a tous cette envie de pouvoir faire du stationnaire. Donc quand on a envie de voler, on aimerait voler, mais en plus en restant sur place. Et là, la seule machine qui domine, c'est l'hélicoptère. On rêve de cette sensation d'être dans la troisième dimension, mais dans toutes les dimensions. Faire la marche arrière, monter verticale, aller à gauche à droite. C'est incroyable de dire qu'on a réussi à faire une machine volante où on voit ces deux petites pales qui sont là statiques et qu'elle arrive à faire ce qu'elle fait. Et nous pourtant on vient d'Italie en volant pour venir ici à Blois, on a fait 800 km de vol, donc ça marche réellement, on passe par-dessus les montagnes, le Vercors, etc. Ça marche, mais c'est vrai que quand on est même assis dedans, on se dit mais comment se fait-il que cette machine peut nous transporter avec autant d'aisance et de précision ? Le public de Blois, c'est un brassage étrange, des jeunes, des anciens, des citoyens aisés, d'autres moins, des femmes, des hommes, des cultivés techniquement et des qui n'y connaissent rien, des plutôt à droite, des plutôt à gauche, et tout le monde s'en moque, car ici ce qui compte, c'est de grimper au ciel de son vivant et d'y trouver, vol après vol, la tranquille jubilation que procure la vision du monde à la manière des oiseaux. Des quadras, des quinquas, une foule de gens ouverts aux idées novatrices ou au contraire terriblement conservateurs. Le monde de l'ULM est certes un monde d'aviation, mais d'aviation débridée. Pourtant, c'est une aviation qui, après une adolescence turbulente, a bien assimilé les dictates des lois physiques et qui aujourd'hui arrive dans son âge adulte sans complexe. Le monde de l'ULM s'est approprié l'ensemble des disciplines aéronautiques, de la simulation de vol aux torpilles effilées qui glissent dans le ciel. Au total, c'est un véritable petit univers qui s'ouvre devant ceux qui veulent y voyager. À chacun sa manière, à chacun ses ailes. Par exemple, il y a ceux qui sont tombés amoureux d'un des avions les plus célèbres de l'histoire, le Cub des années 30. C'est des rêves d'enfants. Ce sont des personnes qui ont envie d'aller se faire plaisir, de se promener, de se poser sur des terrains inaccessibles par des appareils traditionnels. J'ai fait de nombreux convoyages depuis la République tchèque, en passant par l'Allemagne et le Danemark ou autres, on n'a pas de problème. On se promène presque plus facilement en ULM qu'en avion. Autour de ces avions gravitent des industriels artistes, comme la famille Béringer, dont les équipements sont célèbres dans le monde entier. Alors, on le rend accessible à tous les pilotes, même les pilotes moyens. Parce qu'en fait, historiquement, le train classique, ça a toujours été un avion délicat, un avion pour des pilotes fins. Et nous, notre travail, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de rendre le plaisir du train classique accessible à tout le monde. Le dernier travail qu'on présente ici, c'est le train à grand débattement hydropneumatique,
Donc il y a 300 mm de débattement à la roue, ce qui permet d'absorber les rebonds. Parce que le train d'origine qui est à 100 dos, en fait, lui, il va se déformer, il va emmagasiner l'énergie, mais après, il va la renvoyer intégralement, ce qui fait que l'avion va repartir en l'air. Et ça peut se terminer avec des casses d'hélice, des chevals de bois. On peut parachuter l'avion et tomber, il va s'écraser. Et on a l'impression de tomber dans un lit de plumes et ça se passe tout seul. On aime bien faire des belles choses. Quand on s'amuse à optimiser le moindre gramme sur une roue, on s'aperçoit qu'on tend vers quelque chose d'esthétique. C'est-à-dire que la perfection technique amène aussi à la perfection esthétique. Bon, c'est un point de vue. On a commencé par faire des freins sur des motos de compétition. Après, on a fait des voitures de compétition, de la Formule 1. On s'est essayé au VTT, mais ça n'a pas été très réussi. Et puis après, on s'est diversifié dans l'avion. Et moi, comme ça fait... à 15 ans, j'étais déjà lâché sur un train classique. Donc, du coup, j'avais envie de faire quelque chose pour les avions. Hein, c'est normal. C'est culturel ? Voilà, c'est culturel. Ça fait 10 ans qu'on a commencé de s'implanter aux États-Unis. On peut dire que maintenant, depuis un an, ça marche très bien. Puisque ça fait 1 an et demi qu'on est en première monte chez Cirrus. Donc c'est 300 avions par an quand même, Cirrus. Et donc ça nous fait une belle carte de visite. Et voilà. On a une filiale aux États-Unis, à Chicago, qui distribue sur tous les États-Unis. C'est le pays de l'aviation, hein, les États-Unis. On peut rien faire sans y être, hein, honnêtement. Et quand on arrive à casser la croûte avec son hobby, c'est idéal. Hein. Donc nous, c'est l'objectif qu'on a toujours suivi, c'est essayer de manger avec son loisir. Hein. Dès le matin, les présentations en vol viennent compléter les rêves. Pas d'acrobatie inutile, juste de jolis moments avec dans le ciel de belles machines volantes. Plus tard, Blois devient l'aérodrome le plus animé de France lorsque débutent les vols d'évaluation pour les clients. Là, le cœur un peu battant, chacun son tour, on cristallise le rêve. Certains volent, d'autres regardent, d'autres travaillent à répondre aux désirs de leurs clients. Ils sont des fournisseurs de rêves. Par définition, ce sont des machines finalement assez simples à piloter. Dès qu'il y a du vent, beaucoup de vent, la dernière machine à rester en vol, ça sera l'autogire. Nous avons lancé le premier coup de crayon en mai 2008. Donc là, nous avons maintenant un peu plus de 40 machines en circulation. Ça a été entièrement conçu, développé, mis au point, fabriqué par DTA à Montélimar. Et c'est une machine pratiquement totalement française, car toute la partie composite, la coque est en carbone, est fabriquée en France, l'empennage, etc. La partie mécano-soudée de la structure qui reçoit cette coque, c'est de l'acier aéronautique, c'est soudé dans nos ateliers à Montélimar. Hormis la verrière et le moteur, qui sont évidemment autrichiens ou allemands, tout est fait en France. C'est vraiment le premier biplace, autogire, entièrement français sur le marché. Alors nous sommes une petite structure, DTA ce sont 10 personnes, et nous fabriquons une quinzaine d'autogires par an et à peu près autant de pendulaires. Il y a énormément de choses à faire en autogire et on pense qu'effectivement ce sont des vecteurs aériens qui en termes de coût d'exploitation par rapport à un hélicoptère, c'est un facteur 10. Évidemment, on ne va pas décoller ponctuel, mais on est quasiment capable de se poser ponctuellement, de voler avec beaucoup de vent, d'avoir une autonomie importante. On a 500 km d'autonomie avec un autogire, en biplace. Donc ça offre des perspectives extrêmement intéressantes pour des tas de domaines. Pour celui qui ne connaît pas le salon de Blois, la déambulation dans les expositions peut laisser songeur. Il y a là par dizaines de véritables merveilles volantes.
Des autogyres, des avions ultra rapides ou au contraire tout-terrain, des pendulaires, des paramoteurs, des hélicoptères. Il y a aussi des artisans artistes, par exemple ceux qui maîtrisent cet art aux confins de la sculpture qu'est la manufacture des hélices. Et inévitablement, on en revient aux sources de cette aviation de plaisance, l'ULM pendulaire, née aux États-Unis dans les années 60 d'un programme de la NASA et dont aujourd'hui le leader mondial est une entreprise française. Au départ, on fait du delta. Mais le delta, il faut aller en haut de la montagne pour le décollage. Et donc, on a eu certains ont eu l'idée de mettre un moteur, comme tout le monde sait, pour pouvoir décoller en plaine. Et très vite, ça a évolué. Et c'était comme ça, les 3 roues et un peu la trapanelle. Peut-être un peu comme les premières motocyclettes, en fait, que tu regardes. Et ce que tu regardes, ce qu'est une moto aujourd'hui. Mais après, on a voulu le confort, l'aérodynamisme, le truc solide qui se retourne pas, qui va pas. Comme on va aller se poser dans des terrains mal préparés, on ne veut pas passer sur le dos, on veut pouvoir freiner court, on veut pouvoir emmener beaucoup de charges, avoir de l'autonomie et de la sécurité passive. Et là-dessus, ça se voit pas de loin. De loin, puis toujours 3 roues, plastique autour. C'est la même qu'avant. Avant aussi, on pouvait voler de 60 à l'heure à 120 à l'heure, mais à 60, t'es là, tu peux plus faire un virage. À 120, t'es là, tu tirais comme ça. Alors qu'aujourd'hui, tu vas faire ça avec une machine et qui reste du coup précise. Tu seras étonné si tu fais un vol, tu peux l'essayer. 30 ans d'expérience, 8000 machines vendues, on a beaucoup évolué, on a beaucoup appris. Le pendulaire est une sorte de religion, dont quelques constructeurs sont les maîtres de cérémonie qui obéissent à un véritable credo. Il faut que ça soit accessible au pilotage, c'est-à-dire un pilotage facile. Il faut que ça soit accessible à la maintenance, pas une machine compliquée avec des pièces cachées qui tournent et qui peuvent se casser, qui sont... Et puis il faut que ça soit accessible au portefeuille. Il n'y a surtout pas beaucoup de pays où on n'a pas vendu. À la fin, on représente une référence. Blois est donc une réserve à rêve. Mais Blois est aussi en France et la France est pour l'instant la seconde puissance aérospatiale mondiale. Sans ces petites machines, sans toute la passion qu'elles alimentent, sans la culture aéronautique qu'elles diffusent, rien ne garantit que cette stature de seconde puissance aérospatiale serait conservée dans l'avenir. Voilà, on a réservé 2 autres petites démonstrations dans l'après-midi ici. Alors le Denali, c'est aussi un hélicoptère de classe 6. Il y a déjà en France plus de 13 000 ULM immatriculés. Ils constituent un souffle nouveau vers une véritable aviation populaire. C'est rassurant, ce pays reste tourné vers le ciel.